Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous inviter à m'accompagner pour la seconde époque des paquebots de l'Orient. Nous allons retrouver aujourd'hui Albert Londres et la Chine, un pays d'où il rapportera des reportages remarquables ainsi qu'un livre qui va contribuer à forger son image de grand reporter et d'exceptionnel témoin de son temps. Mais auparavant, nous parlerons de la construction et de l'inauguration du canal de Suez reliant la Méditerranée à la mer Rouge dont nous avions évoqué le projet dans la première époque. Sa réalisation va être une chance pour Marseille. Ce projet grandiose sera mené à bien par le diplomate Ferdinand de Lesseps, que Gambetta appelait le Grand Français. Vice-consul à Alexandrie en 1832, Ferdinand de Lesseps avait alors noué de solides liens d'amitié avec le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. Devenu consul au Caire, il avait lu à Alexandrie un rapport écrit en 1800 par un ingénieur de l'expédition d'Égypte de Napoléon, l'architecte Lepère, sur la possibilité de réunir la Méditerranée à la mer Rouge. Et il commença à méditer sur cette question et à mûrir l'idée de réaliser un canal. Plus tard, il retrouvera le quatrième fils de Mehmet Ali, Mohamed Saïd Pacha, qu'il avait connu enfant et qui lui avait conservé une vive affection. En 1854, Saïd Pacha lui accordera la concession pour la construction du canal, une entreprise audacieuse et considérée alors par ses détracteurs comme déraisonnable. Mais Ferdinand de Lesseps, proche des Saint-Simoniens, et qui veut mettre le meilleur de lui-même au service des autres, est sûr de sa réussite. Il détermine lui-même le tracé du futur canal, organise des conférences, persuade les incrédules et, avec une énergie et une ténacité remarquables, triomphe de toutes les hésitations et de toutes les résistances. Par ailleurs, il partage avec Michel Chevalier, le conseiller très écouté de l'empereur, l'idée qu'avec le canal de Suez, la Méditerranée devait devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. Les travaux commencent en 1859, en dépit d'une vive opposition des Anglais. Mais Napoléon III, soucieux de faire cause commune avec l'Angleterre, s'efforça de les rassurer. Le canal profitera à tous, et c'est l'Europe tout entière qui en sera la bénéficiaire. Durant le déroulement des travaux gigantesques, qui dureront 10 ans, mobilisèrent plus d'1,5 million Égyptiens et auraient coûté la vie à plus de 125 000 d'entre eux, victimes surtout du choléra, il soutiendra constamment de Lesseps, lequel parviendra à surmonter les innombrables difficultés techniques. Durant toutes ces années, de Lesseps s'entoure d'un vaste réseau de compétences et noue des relations étroites avec notamment la presse qui lui seront fort utiles. C'était un personnage singulier, avec sa physionomie martiale, sa taille bien prise et esthétiquement serrée dans sa redingote noire, et sa démarche solennelle. Mais, en dépit des apparences, il était nullement austère. Bienveillant et accessible à tous, il fascinait ceux qui l'approchaient et il deviendra pendant près de 20 ans le citoyen du monde le plus populaire, en même temps que le plus admiré.
Mais ce qui sans doute a fasciné le plus chez celui que Napoléon III proposera de nommer duc de Suez après l'inauguration du canal, c'était son abondante famille. Il avait en effet 5 fils d'un premier mariage et 12 autres enfants d'un second. Et tout ce petit monde qui le suivait partout vivait dans la plus parfaite harmonie. Parmi ses proches se trouvait un Marseillais, Adolphe Fraissinet, qui travaillait alors dans l'entreprise familiale, la Compagnie marseillaise de navigation à vapeur, société Marc Fraissinet, père et fils. En 1860, Adolphe Fraissinet est juge au tribunal de commerce de Marseille. Puis il sera conseiller municipal en 1865 et député de tendance libérale après la chute de l'Empire. De Lesseps et Fraissinet resteront toujours unis et toujours amis, malgré certaines divergences politiques. Je vous signale, pour la petite histoire, que parmi les amis proches de Ferdinand de Lesseps se trouvait aussi un personnage très important et influent dans l'Égypte de Saïd Pacha, Casimir Prunière, le président du tribunal mixte du Caire, qui eut la délicate mission de juger l'affaire de la dette égyptienne. Un soir de novembre 1869, à la sortie de l'Opéra du Caire, où les deux hommes avaient assisté à une représentation de Rigoletto de Verdi, la pluie tombait drue. Ferdinand de Lesseps avait un parapluie. Casimir Prunière, non. Il prêta alors à son ami son superbe parapluie enrichi d'un très beau pommeau décoré, en lui faisant observer que celui de Louise Hélène, qu'il venait tout juste d'épouser, était bien suffisant pour eux deux. Quelques jours plus tard, quand ils se revirent, de Lesseps n'accepta pas qu'il le lui rende, et le parapluie restait en possession de la famille Prunière. Casimir Prunière est l'arrière-grand-père maternel de Pierre-Marie Jonquière, avec lequel je travaille régulièrement dans le cadre de mes recherches et de ma chaîne du récit historique. Et pour en venir à présent au canal de Suez. Actuellement long de plus de 193 km, large de 280 à 345 mètres et profond de 22 mètres, et qui est devenu la troisième source en devises de l'Égypte, sa construction fut achevée en novembre 1860 et sera inaugurée dans l'enthousiasme général le 17 sur le yacht impérial L'Aigle par l'impératrice Eugénie, représentant l'empereur souffrant. Napoléon III était atteint d'une maladie qui ne cessera d'ailleurs de s'aggraver, la litine ou maladie de la pierre, en d'autres termes, la présence d'un calcul dans la vessie. L'impératrice est suivie par Ferdinand de Lesseps et des administrateurs du canal à bord du Préluse de la Compagnie des Messageries Maritimes, commandé par Auguste Cabouffic, originaire du Var et fils du maire de Bandol. Les deux bateaux précèdent 77 autres navires des principales nations maritimes. Parmi la soixantaine d'invités qui remonteront le Nil jusqu'à Assouan, sous la conduite de l'égyptologue Auguste Mariette, le fondateur du musée des Antiquités du Caire, se trouvaient Adolphe Fraissinet et Casimir Prunière, mais aussi l'empereur d'Autriche François-Joseph en personne, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la politique, des lettres et des arts, notamment Eugène Fromentin, Théophile Gautier et Louise Gaudet.
Dans un premier temps, les 162 km du canal seront parcourus en 50 heures, uniquement par les navires à vapeur. Désormais, on économisera 4000 km pour aller aux Indes et plus de 7000 pour se rendre en Extrême-Orient. Pour l'inauguration, le khedive Ismaël Pacha, neveu et successeur de Saïd Pacha, commanda à Giuseppe Verdi le fameux opéra Aïda. Quelques jours avant celui-ci, le ministre Achille Fould déclarait: Marseille deviendra le centre des relations entre l'Europe et l'Asie. C'est d'ici que partiront de nombreux navires chargés de porter aux Indes et en Chine les produits de notre industrie et les bienfaits de notre civilisation. Dans cette entreprise colossale que constitua la réalisation du canal de Suez, les Marseillais voyaient se réaliser une étape décisive vers la mise en service d'une voie maritime vers l'Orient qui favoriserait le trafic commercial et dont ils seraient les premiers à recueillir les fruits. C'est bien ce que proclame alors Jules Charleroux. Notre ville est aujourd'hui en mesure de profiter des ressources qu'offre cette communication directe avec les contrées de l'Extrême-Orient. Marseille fut directement associée au projet et à la réalisation de cette entreprise immense. Grues et dragues furent commandées aux forges et chantiers de la Méditerranée. Une agence sera même installée en 1862 sur le quai de la Joliette, chargée de recevoir puis d'embarquer le matériel nécessaire pour mener à bien le creusement du canal. Ce n'est pas par hasard qu'en 1869, la célèbre fresque de Puvis de Chavannes, Marseille, porte de l'Orient, est installée dans l'escalier d'honneur du palais Longchamp. C'est là un symbole fort qui marque tous les Marseillais. Mais la France perdra peu à peu le contrôle du canal au profit des Britanniques. En 1888, la Convention de Constantinople affirmera sa neutralité et il sera déclaré libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix à tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon. Tout au long de son règne, Napoléon III poursuivit dans la voie qu'il avait choisie, celle de la croissance commerciale, et parallèlement modernisa et renforça la marine impériale qui deviendra puissante et agissante. La France, à la veille de la guerre franco-allemande de 1870, est à la tête d'un vaste empire colonial qui couvrira une superficie d'1 million de kilomètres carrés. Pourtant, tout cela relevait d'abord d'un rêve de croissance commerciale, mais pas encore d'un rêve colonial. C'est la Troisième République qui lancera, en dépit de quelques oppositions, une véritable politique coloniale et lui donnera une extraordinaire ampleur, en même temps qu'elle ouvrit de nouvelles grandes perspectives pour Marseille. À partir des années 1880, malgré la crise qui touche alors le commerce international, Marseille va attirer de plus en plus de visiteurs et de voyageurs pour lesquels la cité phocéenne est la première étape de fabuleux voyages vers l'Orient. En 1907 est construit l'hôtel Regina, le seul établissement de luxe qui allait se trouver à proximité du nouveau port de la Joliette et des docks, place centrale, aujourd'hui place Sadi Carnot. Cet hôtel s'adressait aux premiers croisiéristes de Marseille en partance pour l'Orient,
Il fut le premier d'une série de grands hôtels de luxe installés dans la cité phocéenne, essentiellement sur la Canebière. L'hôtel cessa ensuite ses activités en 1930 et le bâtiment fut occupé par les messageries maritimes qui en firent leur siège pendant 72 ans, ce que beaucoup de Marseillais ignorent encore aujourd'hui. Il héberge actuellement les services administratifs du Trésor public. La compagnie de navigation marseillaise était alors très puissante et prospère. Elle s'implanta également à Paris, quelques années plus tard, et fit construire un grand immeuble d'inspiration classique en 1916, au cœur du quartier de la Madeleine, un quartier prestigieux, mais arpenté par des prostituées de luxe, ce qui aurait inspiré à un humoriste ce dicton: les messageries font le tour du monde, mais le demi-monde fait le tour des messageries. Venons-en à présent à Albert Londres, dont la vie époustouflante et la mort mystérieuse sont dignes du plus prodigieux roman d'aventure. Albert Londres est né le 1er novembre 1884 à Vichy. De tout jeune, il se passionne pour l'écriture et publie à 20 ans le premier d'une série de recueils de poèmes, puis une pièce de théâtre en vers, Gambetta, qui, à ma connaissance, ne fut jamais jouée. Il écrit ensuite quelques articles pour les journaux parisiens, avant de devenir le correspondant parisien du journal lyonnais Le Salut public. Il a alors trouvé sa voie. Il sera journaliste et dès 1906, il commence sa carrière au Matin, où il est chargé de rapporter ce qu'il entend dans les couloirs du Palais Bourbon. Mais ce n'est qu'en 1914, en tant que correspondant de guerre, qu'il commencera à signer ses articles, dont celui qui le lancera, un article sur l'incendie de la cathédrale de Reims lors du bombardement de la ville le 19 septembre 1914. Il rêve déjà alors de partir pour l'Orient, mais face au refus du Matin, il entre dans un autre quotidien, l'un des plus lus en France, Le Petit Journal, qui lui donnera la possibilité de partir sur tous les fronts en Europe, et ses articles rencontrent un succès considérable. Mais Albert Londres se distingue aussi par son franc-parler. Il a une vision novatrice de son métier auquel, au fil des années, il sut donner ses lettres de noblesse. Licencié du Petit Journal sur ordre de Clémenceau, parce qu'il avait rapporté que les Italiens étaient mécontents des conditions de paix concoctées par Clémenceau, Lloyd George et Wilson. Il entre au journal illustré Excelsior et commence une belle carrière de grand reporter. En 1920, il entre en Russie soviétique et défait le régime bolchevique et les souffrances du peuple russe. Puis, c'est sa découverte de l'Asie en 1922, l'Inde, notamment, où s'illustrent alors Nehru et Gandhi, puis le Japon et la Chine. Il est séduit par l'empire du milieu et raconte dans un reportage plein de truculence le quotidien des 400 millions de Chinois alors sous le joug des seigneurs de la guerre. Ces reportages sont désormais publiés sous forme de livres et son livre, La Chine en folie, est un grand succès. Sa notoriété ne cesse plus alors de s'étendre. En 1923, il sera en Guyane,
où il visite le bagne de Cayenne. Et il fait la connaissance du fameux voleur marseillais, Marius Jacob, le gentleman cambrioleur, qui inspirera à Maurice Leblanc son personnage d'Arsène Lupin. Marius Jacob était condamné aux travaux forcés à perpétuité. Les deux hommes sympathisent, et Albert Londres lui fait part de son effarement en constatant les conditions de vie des maniards, qui, quels que soient leurs crimes, sont des hommes, même si, dans ce lieu, ils tendent à devenir des animaux. De retour en France, il signe l'un de ses plus grands reportages, Au bagne. Ce reportage et ses propos suscitent de vives réactions dans l'opinion et l'exaspération des autorités. Marius Jacob, bénéficiant de cette campagne, sera finalement libéré en décembre 1928. Un an plus tôt, c'est un autre forçat, Eugène Dieudonné, injustement condamné à mort, qui obtient sa grâce après les interventions d'Albert Londres. Devenu, au fil des années, le prince du grand reportage, toujours coiffé de son éternel chapeau mou, Albert Londres continue à parcourir le monde, inlassablement. En 1932, le grand reporter engagé s'aventure à nouveau en Chine. Il condamne fermement le régime militaire, militariste, on peut dire, japonais, et sa volonté d'en découdre avec les États-Unis et de détruire la civilisation occidentale. L'opium, qui reste toujours très prisé en Orient comme en Occident, devient l'une des armes favorites du Japon, qui inonde la ville de Chicago en opium raffiné provenant de l'Empire du Milieu. Comme dans les années 1860, l'opium est l'objet de trafics fructueux dans lesquels se retrouvent les milieux financiers internationaux comme le grand banditisme. Comme nous l'avons vu dans la première époque, il avait été à l'origine d'un conflit violent armé entre la Chine et la France et le Royaume-Uni, que l'on continue d'appeler la guerre de l'opium, qui conduira à la constitution de concessions internationales britanniques, américaines et françaises. Les concessions dureront presque 100 ans jusqu'en 1943. La Chine est occupée par les puissances européennes et les États-Unis, sera également envahie par le Japon en 1941. C'est la raison pour laquelle les Chinois qualifieront cette période de siècle de la honte. Albert Londres est donc en Chine en 1932 dans le but essentiel d'enquêter sur le trafic d'opium et de se rendre dans la plus grande discrétion au sud du pays, à Fort Bayard, la ville de Zhangjiang, qui, en plus d'être comme une sorte de lupanar à ciel ouvert, constituait l'une des principales plaques tournantes du trafic de l'opium, en grande partie à destination des États-Unis. Il débarqua à Fort Bayard avec son ami Henri Champly. Depuis quelques années, la Banque de l'Indochine avait ouvert très discrètement une agence à Fort Bayard sur le territoire français de Quang Cheu Wan. La Banque française accordait des prêts à la pègre chinoise qui contrôlait le trafic de la drogue en Asie. Il faut savoir qu'à l'époque, un tiers des revenus des colonies françaises en Asie provenait du trafic d'opium. Le directeur de la prospère Banque de l'Indochine était un certain Paul Baudouin, admirateur inconditionnel de Mussolini, et futur ministre des Affaires étrangères en 1940 sous le régime de Vichy. Pour en revenir à Marseille,
je signale que le milieu marseillais convoitait également la fée brune. Et c'est le célèbre caïd marseillais, Paul Carbone, protégé par Simon Saviani, l'homme fort à la mairie de Marseille, qui fut le premier à importer de l'opium à Marseille pour le transformer en héroïne et l'envoyer aux États-Unis. Ainsi se constitua ce qui allait devenir la fameuse French Connection. On peut penser qu'Albert Londres infiltrera les milieux politiques et financiers associés à la mafia, et il est vraisemblable qu'il fit des découvertes sulfureuses où, d'après son biographe Pierre Assouline, il était question d'argent, de drogue, d'immixtion bolchevique dans les affaires chinoises. Albert Londres restera presque 4 mois en Chine, puis s'embarquera le 23 avril 1932 à bord du Georges Philippard, le paquebot des messageries maritimes qui portait le nom du président de la compagnie, avec, dans ses bagages, son reportage explosif qu'il comptait peaufiner durant les 5 semaines de traversée. Mais hélas, rien ne se passa comme il avait prévu. Le Georges Philippard, de la Compagnie des Messageries Maritimes, avait été lancé le 6 novembre 1930 à Saint-Nazaire et affecté au transport de passagers sur les lignes d'Extrême-Orient. Lors de son voyage inaugural, dans la nuit du 16 au 17 mai 1932, de retour de Chine, le feu se déclara et le somptueux paquebot coula au large d'Aden. Il transportait 767 passagers et 253 membres d'équipage. C'est une passagère qui, la première, aperçut une fumée sortir d'une cabine. L'officier de quart tenta aussitôt d'éteindre le feu avec un extincteur, mais en vain. Le foyer se révéla trop important et le vent aida. Il commença à s'étendre très rapidement. Alors le commandant prit une décision sans doute trop hâtive, de fermer les portes étanches pour l'isoler, ce qui eut malheureusement pour résultat de laisser 54 passagers prisonniers. Ils moururent brûlés vifs ou asphyxiés, les 713 autres parvenant à quitter le navire tant bien que mal dans les canaux de sauvetage. L'enquête conclut que l'incendie avait eu pour origine un court-circuit qui aurait pris naissance dans un câble électrique dissimulé derrière la cloison de bois d'une cabine. Mais la thèse officielle est très vite mise en doute, et les rumeurs d'un attentat se répandirent, certains journaux de droite soupçonnant la main de Moscou, en incriminant les bolcheviks, dont l'activisme menaçait depuis plusieurs années la flotte française. D'autres, qui croyaient également à un attentat, l'expliquèrent par la présence à bord d'Albert Londres, qui fit partie des 54 victimes. Mais, à la différence des autres, il ne serait pas mort brûlé vif, mais noyé, en s'échappant par un hublot. Le 2 juin, le Figaro publiera le récit de M. Julien, ingénieur des services municipaux. Lorsque j'ai quitté ma cabine, fuyant le feu, j'ai très nettement entendu crier dans la cabine occupée par M. Albert Londres « Au secours! Sauvez-moi » Ce qui nous amène à nous poser une autre question. Aurait-il été enfermé dans sa cabine? En ce qui concerne sa fuite par un hublot, cela peut paraître surprenant, certes, mais en fait, je crois cette hypothèse vraisemblable et même hautement probable, même si le mystère demeure entier 90 ans plus tard sur les circonstances de sa mort,
de même que sur ce mystérieux incendie. Pour les tenants d'un attentat perpétré contre Albert Londres, la mafia asiatique était derrière l'acte criminel. La raison étant que le grand journaliste rapportait de Shanghai un reportage comportant d'importantes révélations dont il conservait jalousement le secret en attendant de le divulguer au grand public. « C'est de la dynamite !» aurait-il confié avant de s'embarquer. On peut toutefois se demander si le motif était suffisant pour mettre le feu au paquebot et sacrifier ainsi des dizaines de victimes innocentes. Au fil des jours qui suivirent le naufrage, des détails quelquefois atroces sur le déroulement de celui-ci sont portés à la connaissance des lecteurs de la presse. Ainsi, l'Ouest éclair révèle des scènes indescriptibles et inimaginables se déroulant dans les cabines et dans les salles de première classe où le feu alimenté par les boiseries et les tentures se propagea à une vitesse foudroyante. Les journaux, déjà friands à l'époque de nouvelles sensationnelles et de détails atroces, précisèrent que ceux qui, pour échapper au feu, parvinrent, comme Albert Londres, à se lancer dans les eaux chaudes du golfe d'Aden, aperçurent de menaçantes silhouettes de requins. C'est une rescapée, Madame Valentin, qui, la première, au cours de l'enquête, lâcha le mot « attentat », dont on a vu qu'il avait fait rapidement la une de tous les journaux. Il fut corroboré par un inspecteur de la compagnie du canal de Suez qui assura que peu après son départ de Shanghai, une machine infernale avait été découverte à bord du navire avec un minuteur réglé pour exploser au moment précis où le Georges Philippard se trouverait au milieu du canal de Suez. Autre détail troublant révélé, selon ces mêmes journaux qui parlaient d'attentats, avant même que ne commence l'enquête officielle, le commandant Vic, qui dirigeait le paquebot, aurait reçu de nombreuses lettres de menaces dont il n'aurait pas tenu compte. Théorie du complot ou réalité évidente? Je me garderai bien de me prononcer de façon catégorique. Ce qui est certain, c'est que le mystère de la mort d'Albert Londres, la teneur de son reportage sulfureux et l'incendie du Georges Philippard continuent à alimenter tous les fantasmes et à inspirer de nombreux écrivains comme Régis Debray ou Pierre Assouline. L'incroyable épopée des messageries maritimes se poursuivit après le drame du Georges Philippard. La compagnie disposait dans les années 1930 d'un réseau étroit de filiales, dont la Société des affréteurs indo-chinois. Mais l'avion va peu à peu supplanter le transport maritime. Le dernier paquebot construit pour la compagnie des messageries maritimes par les ateliers et chantiers de Dunkerque fut le MS Pasteur, qui fut lancé en 1964 et affecté jusqu'en 1972 à la ligne régulière d'Amérique du Sud entre Hambourg et Buenos Aires via la France. En 1966, toutefois, la compagnie exploitait encore 4 lignes de paquebots, Japon, Madagascar, Pacifique et Amérique du Sud, et 8 lignes de cargo. À bord de ces 48 navires, elle employait 1047 officiers et plus de 4300 marins. Mais, 2 ans plus tard, la concurrence toujours plus vive de l'avion et la décolonisation entraîneront la disparition des lignes régulières de transport
transport de passagers. Le paquebot SS Laos effectuera le dernier départ de Yokohama le 17 novembre 1969. Il était venu le temps des regroupements nécessaires pour rebondir. En 1977, la Compagnie des Messageries Maritimes fusionne avec la Compagnie Générale Transatlantique sous le nom de Compagnie Générale Maritime, CGM, qui est rachetée en 1996 par l'armement CMA. Aujourd'hui, la CMA-CGM est le troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et le premier français. À Marseille, située dans le quartier d'affaires Euroméditerranée, la tour CMA-CGM, haute de 145 mètres, est la plus haute tour marseillaise et la troisième plus haute de province. Elle est considérée aujourd'hui par les Marseillais comme le nouveau phare de la ville. J'espère, mesdames et messieurs, chers amis, que cette odyssée maritime à bord des navires des messageries maritimes vous aura été agréable et instructive. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur notre chaîne du récit historique.